Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis partie en Camargue, chez Jean-Louis, riziculteur depuis 3 générations à Saint-Gilles, dans le Gard. Et oui, au-delà des plages et de l'emblématique flamant rose, on y retrouve des rizières avec des plants de riz qui ont toujours les pieds dans l'eau et la tête au soleil. À mon micro, Jean-Louis explique les étapes de production du riz, qui pour lui ne se cultive pas mais s'élève. Ce Camarguais passionné par son terroir a su se démarquer de ses concurrents européens et asiatiques, grâce à sa marque Canaver et à l'IGP Riz de Camargue. Jean-Louis revient aussi sur le potentiel de la Camargue et nous rappelle à quel point ce territoire est fragile et lié à la riziculture. Une filière primordiale mais en difficulté alors que cette céréale est pourtant indispensable pour notre autonomie alimentaire. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir dans ton mas, en plein milieu de la Camargue, dans le Gard. Donc c'est un département occitan qui est très diversifié et où l'on retrouve notamment la culture du riz, ce qu'on appelle la riziculture. Jean-Louis, tu viens d'une famille de riziculteurs camarguais et avant tout, sur ta ferme, c'est une histoire de famille depuis 1945. Est-ce que tu pourrais juste revenir sur la genèse de cette ferme familiale au mas Canaver, s'il te plaît? Bien sûr, donc c'est mon arrière-grand-père qui avait acheté la propriété pour des raisons simples. Pourquoi? Parce que il aimait bien avoir une petite propriété puis la chasse également. Donc on peut comprendre qu'à cette époque-là, on est en 1900, donc il n'y avait pas de culture sur la propriété. Mon grand-père a lancé la riziculture donc pour lui dans les années 40-45 avec 60 hectares simplement. De là, son fils, donc mon père, a développé la structure du riz. Il a acheté quelques hectares aux voisins dans les années 70 et ensuite encore une centaine d'hectares dans les années 80 pour finir à aujourd'hui avoir à peu près 300 hectares. Donc on est sur le mas Canaver, qui est chargé d'histoire comme bâtiment parce qu'il a été créé dans les années 1500, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui, en 1500, on retrouve à la trace. C'était une tour de garde qu'on appelait à l'époque, qui était habitée. C'est une des rares tours qui était habitée. On en voit tout le long du parcours, du bord du Rhône jusqu'à Aigues-Mortes. Il y a des tours, la plus connue étant la tour Carbonnière. Et au mas, il y avait effectivement une tour qui était habitée. Il y a une pièce voûtée avec une grande cheminée sur laquelle était érigée une tour qui servait autrefois pour surveiller les alentours. Et voilà. Donc tu l'expliquais, c'est ton grand-père Paul qui a commencé à faire du riz. Donc il avait la passion pour le riz. Complètement, oui. Pourquoi? Ça vient d'où cette passion? C'est une passion dans le sens où, effectivement, comme dans toutes les propriétés en Camargue, il y avait un vignoble. Et le phylloxéra a supprimé le vignoble et qui a été remplacé par les rizières. Alors la rizière, c'est une culture qui est très intéressante. Comme je disais tout à l'heure, on ne cultive pas le riz, mais on élève le riz. Tant et si bien qu'il nous prend du temps tous les jours, simplement pour observer les niveaux d'eau. Les niveaux d'eau tous les matins. Il ne faut pas noyer le riz, mais pour autant, il faut qu'il y ait toujours les pieds dans l'eau. Et pour ce, c'est un travail constant de tous les jours. Donc il avait cette passion du riz, ton grand-père. Ouais. Donc toi, tu es déjà la 3e génération. Ouais. C'est une culture qui est plutôt originale. Est-ce qu'il était déjà précurseur dans la région ou il y avait déjà pas mal de production de riz? Il y avait déjà des riziculteurs, ci et là, qui commençaient. Ils ont tous appris le métier en même temps, on va dire. Donc à l'époque, ils avaient fait venir des Espagnols pour repiquer le riz, qui eux faisaient déjà du riz depuis plusieurs décennies. Et ce sont ces Espagnols-là qui ont appris aux Camarguais à faire pousser du riz. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une expérience que nous, on n'avait pas. Et tu m'expliquais également, lorsqu'on visitait tes rizières, que c'était notamment lié au plan Marshall, cette filière du riz. Donc, après-guerre, évidemment, la France avait faim. Donc, la Méditerranée était bloquée. Tous les navires commerciaux étaient bloqués. Donc, il manquait de riz en Europe. Et comme on commençait un petit peu à en produire de manière exotique en Camargue, ça s'est industrialisé.
Et pour ce faire, évidemment, le plan Marshall est arrivé avec du nouveau matériel. Donc, du jour au lendemain, on est passé du cheval au tracteur. Donc, il n'y avait que des formales à l'époque en Camargue, des tracteurs américains, dans lesquels il nous a permis de pouvoir cultiver dans des endroits où on n'allait pas encore. C'est-à-dire que les marais ont été asséchés, nivelés, et ensuite, on a pu les cultiver en rizière. D'accord, donc effectivement, ça, c'est une filière qui s'est industrialisée après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le plan Marshall. Bien sûr. Pourquoi tu as repris ? Pourquoi j'ai repris tout naturellement, parce que depuis l'âge de, je ne sais plus, depuis l'âge de 10 ans, ou même peut-être avant, j'avais déjà les pieds dans l'eau, dans les rizières. Et pour moi, c'est tout à fait naturel, je ne me suis même pas posé la question. Comme un plant de riz, tu avais les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Exactement. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Et ça fait quoi de faire partie des riziculteurs camarguais ? C'est tout à fait naturel pour moi, donc non. C'est une évidence. Ouais, complètement. En tout cas, tu as des étoiles dans les yeux quand tu en parles. Il n'y a que vous qui le voyez. Et je le vois, je suis en face, c'est pour ça. Alors du coup, toi, tu as repris ta 3e génération, mais tu as déjà une autre génération qui arrive, notamment tes filles. Oui, mes filles qui reprennent donc la partie négoce commerciale, puisque moi-même, en 93, j'ai créé la société commerciale de riz, qui s'appelle, enfin la marque s'appelle tout naturellement Canavert, parce que c'est le nom de la propriété. C'était en Paris, quelque part, parce que je n'y connaissais rien du tout dans le commerce du riz. Et donc, j'ai fait mes premiers paquets de riz, et puis on a commencé à faire des visites de magasins, et ça fait boule de neige. Et donc, vous avez créé votre marque en 1993 pour la partie commercialisation. Tout à fait. Mais pourquoi ? Il y avait des problèmes de débouchés ou c'était vraiment un pari ? Non, pas du tout. C'était simplement que mon grand-père faisait du riz, mon père faisait du riz. On a eu toujours du mal, si vous voulez. Le riz avait un prix. Comme par hasard, lorsque nous arrivons à la récolte, le cours du riz chutait, quoi. Donc, j'en ai eu assez de voir le cours du riz faire le yo-yo. Or, en magasin, le cours du riz était toujours le même. Donc, je me suis dit, quelque part, c'est pas normal, donc je vais voir ce qu'il en est. Et donc, je commençais à mettre du riz en boîte et de commercialiser. Alors, il est vrai que les contrats sont annuels dans les magasins, donc les prix sont fixes sur l'année. Et c'est pour cela qu'ils ne font pas le yo-yo. Aujourd'hui, j'ai la réponse, mais à l'époque, je ne l'avais pas. Et voilà. C'est sur le terrain que tu as eu la réponse finalement. Complètement. Donc en fait, c'était une façon pour toi aussi de reprendre un peu la main sur ta commercialisation. Disons qu'à aujourd'hui, de la culture, enfin du champ à l'assiette, on arrive à peu près tout maîtriser. Ouais. Jean-Louis, après cette partie présentation, je voudrais juste revenir sur la partie fonctionnement. Parce que la culture du riz, c'est assez original en France, en tout cas, on n'y pense pas tout de suite. Comment on fait pour produire du riz ? Produire du riz, ça se produit un peu... Bon, c'est une plante, c'est une céréale. Donc, on peut imaginer tous les travaux qu'on peut faire sur du blé. Disons qu'on laboure, on travaille le sol. Et la partie, pour nous, la plus importante, c'est le nivellement du sol, avoir un sol complètement plat. Et donc, pour ce faire, on utilise des engins avec le laser. On a 1 cm d'écart tous les 100 mètres, ce qui permet d'avoir une lame d'eau tout à fait régulière, c'est-à-dire que si je veux 2 ou 3 cm d'eau dans mon champ, j'ai 2-3 cm de partout dans le champ, grâce au nivellement laser. Ça évite au riz de se noyer, ou bien ça évite au riz d'être à sec sur une bosse qui ne serait pas inondée par l'eau. Parce que c'est une plante avant tout aquatique, donc elle a besoin d'avoir les pieds dans l'eau. C'est une plante semi-aquatique, c'est une plante qui a besoin d'avoir les racines dans l'eau et la partie aérienne hors d'eau, sans quoi elle se noie. Exactement. Il faut quel type de climat ? Il faut un climat tempéré. La température minimale pour le riz, c'est 14 degrés. En dessous, il ne va pas mourir, mais il arrête sa végétation. Et il est évident qu'au bout de quelques jours, à moins de 14, la plante finit par mourir. Donc, on va commencer à semer le riz au début mai, lorsque les chaleurs sont bonnes, surtout la nuit aussi. Il faut y penser, il n'y a pas que le jour. Les nuits sont encore fraîches. Donc, on met de l'eau, suffisamment d'eau. Et cette eau va permettre de se chauffer dans le cours de la journée. Et la nuit, même si la nuit est fraîche, l'eau reste encore un peu chaude, ce qui permet aux germes de pouvoir supporter la fraîcheur de la nuit. Étant donné qu'il est dans l'eau, c'est l'eau qui va protéger de la température. Sans rentrer dans le détail pour autant, comment se déroulent les étapes de travail pour une culture du riz ? C'est-à-dire, sur l'année, c'est quoi à peu près le calendrier ? Au printemps, nous allons travailler le sol. Donc, c'est un labour, ensuite un griffonnage et un coup de herse. Le nivellement, donc là, nous sommes déjà arrivés au mois d'avril.
Au mois d'avril, on va envoyer de l'eau dans les parcelles. Si la météo est bonne, s'il y a de la chaleur, la mauvaise herbe va pouvoir pousser. Une fois qu'elle a poussé, tant bien que mal, on va la détruire. On va détruire la mauvaise herbe. On va renvoyer l'eau par la suite et on va semer le riz. Donc on aura déjà rendu le terrain assez propre aux adventices. C'est-à-dire qu'on aura éliminé la mauvaise herbe. Toutes les mauvaises graines, on les aura déjà supprimées en partie. Bien sûr, d'autres vont arriver dans le courant du cycle du riz, mais le gros tas sera déjà enlevé. Donc au début mai, on va semer le riz, on sème 200 kg hectare dans l'eau. La particularité de la semence du riz, c'est-à-dire que c'est un grain qu'on ne va pas enfouir dans le sol, comme on pourrait le faire pour le blé ou le maïs. La semence, elle est à même posée sur le sol. Il faut toujours que la graine soit au contact du soleil. Si elle est enfouie, le riz va pourrir, ne va pas pousser. Donc c'est pour cela qu'on envoie l'eau avant. Ça va faire disparaître ou faire fondre les mottes qui sont sur place. Et une fois qu'elles ont fondu comme un grain de sucre, on va pouvoir semer à la volée dans l'eau. Et le grain, au contact de l'eau, va doucement couler, se poser au fond et pouvoir se développer par la suite. Et dans ce cas, tu utilises un semoir avec des chenilles, c'est ça? On sème à la volée, donc on mène à peu près 15 à 20 mètres de large. Et nous avons des tracteurs qui sont équipés de roues en fer très étroites. Donc on lève les pneumatiques du tracteur, on met des roues étroites. Or le fer, c'est très étroit. Il semblerait que dans les marais, on se planterait. Mais non, le terrain il reste tout de même assez dur par endroits. Ça roule assez bien, quoi. Et après, donc, tu as la période de suivi de la culture. Et notamment aujourd'hui, on est sur la semaine que tu m'expliquais la plus délicate en termes de climat et de floraison. Ben voilà, donc nous sommes maintenant début août, on a une semaine de retard. Normalement, la floraison de riz arrive, on voit les premières floraisons de riz au mois de juillet, donc le 25-26 juillet, pour les premiers. Et là, cette année, ça arrive début août. Bon, il y a une semaine d'écart, mais bon, c'est pas bien méchant. Donc, on a pu voir avec Sophie les premières fleurs du riz qui arrivent. Et donc, dans cette période-là, tu as notamment un atelier qui est primordial, c'est la gestion de l'eau. À l'heure actuelle, il y a tout un travail autour des vannes pour pouvoir irriguer les parcelles. Le riz, avec la grosse chaleur que nous avons des évaporations très importantes, ce qui fait qu'on met en permanence de l'eau douce et de l'eau fraîche aussi. Ça fait du bien aux rizières. Et en permanence, on rajoute de l'eau. L'eau, elle vient d'où ? L'eau elle vient directement, elle est pompée directement dans le Rhône. On a cette chance d'avoir le Rhône qui n'est pas très loin. La Camargue, par définition, c'est un delta qui est entouré par le Grand Rhône côté est et le Petit Rhône côté ouest. Et la riziculture est au milieu. Donc on a des pompes qui prélèvent l'eau directement au Rhône. Et ensuite, ces grosses pompes vont alimenter des petits canaux qui vont alimenter par la suite toutes les rizières qui sont autour. Du coup, après cette période, la récolte, elle est prévue pour quand ? La récolte va être prévue généralement à partir du 15 septembre. Elle va se développer jusqu'à fin octobre. Et on va observer les grains de riz. Il faudrait que le riz soit entre 18 et 19% d'humidité pour pouvoir le récolter. C'est sa maturité absolue pour pouvoir le moissonner. Et là, avec ton équipe, vous faites des prélèvements pour voir quel est le jour idéal. On idéal. fait des prélèvements quotidiens dans les champs. Donc on est équipé d'un petit appareil autonome qui nous permet de donner l'humidité du grain rapidement. Mais déjà à l'œil, ça se voit, mais bon, quelquefois à l'œil, il est bon, mais il est à 22, donc on attend 3-4 jours. C'est pas beaucoup, mais malgré tout, on attend. Et lorsque ça arrive à 19, on considère qu'on peut moissonner. Le grain est mature. C'est quoi les principales difficultés pour la culture du riz ? Est-ce qu'il y a des maladies particulières ici en France ? La particularité du riz, c'est qu'il n'y a aucune maladie connue à ce jour, tout au plus en France. Tous les soucis que peut avoir le riz, comme j'expliquais à Sophie, lorsqu'on vient de semer, on a l'emblème de la Camargue qui est magnifique et notre flamant rose préféré. L'inconvénient, c'est que la nuit, il vient se poser dans les champs et détruit la culture qui vient d'être mise en place. Pourquoi ? C'est pas tant ce qui va consommer, mais ce qui va piétiner, puisque le flamant rose se déplace toujours nombre, c'est-à-dire il y a un minimum de 500 à 800 oiseaux au milieu du même champ et qui tournent toute la nuit. Et donc le piétinement va faire enfouir le grain de riz et par la suite le grain ne va pas pouvoir pousser. Oui, c'est ce que tu expliquais. Si le grain il reste pas à la surface du sol, c'est un produit. Il pousse pas. Voilà, il pousse pas.
Donc là, ce serait que le flamant rose, à la limite, qui serait non, l'une des bon, problématiques. le flamant rose, on aime bien parce que c'est quand même un beau symbole, mais bon, il va nous ennuyer pendant une semaine, donc ça nous fait passer des nuits dehors pour les effaroucher, qui retournent dans leur marais, voilà, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr toutes les adventices, du moment que même dans notre propre jardin, on a de l'eau et de la chaleur, on a toutes les plantes qui veulent pousser. Donc dans les rizières, c'est un peu pareil. Tu m'expliquais que aussi les deux grands autres producteurs, c'est l'Italie et l'Espagne dans l'Europe Complètement. notamment. Et eux, ils ont une maladie qui les impacte, que ici, on n'a pas. Et en tout cas, tu m'expliquais, c'était lié à cette petite brise que vous avez en Camargue. Alors nous avons la chance dans notre région où on a un vent dominant, qui est le Mistral, pour ne pas le citer, mais bien souvent même on a la brise du matin ou toujours la brise d'après-midi, qui permet de passer, le vent va passer au travers de l'épi de riz et va enlever l'humidité, l'hydrométrie qui est autour du grain. Cette hydrométrie qui est chaude, de vaporation d'eau, hein, va chasser cette humidité autour du grain et le champignon ne va pas pouvoir se développer au cœur du grain. Et l'Italie et l'Espagne ont ce phénomène récurrent maintenant de plus en plus. Ils arrivent malheureusement à perdre pas loin de 15 à 20% de la récolte. Alors, le grain n'est pas perdu pour autant, mais il est taché de noir et le consommateur ne peut pas concevoir qu'il y ait un grain qui soit taché. Ça, on peut le comprendre. Et donc, forcément, ça nuit à leur qualité de riz, que nous n'avons pas en France. C'est une chance. Ici, on est sur l'IGP riz de Camargue. Tu as fait partie des précurseurs, en tout cas, du lancement de cette IGP. Tu m'expliquais comment ça s'est passé exactement? C'est au travers du syndicat de riziculture. On a eu ce projet, donc on l'a mis en place. Et comment l'articuler et comment obtenir une IGP. Donc, on avait différentes pistes. Pourquoi? Parce qu'il fallait différencier le riz de Camargue par rapport au riz étranger pour avoir une IGP, sans quoi ça n'a aucune valeur. Donc l'argument phare est le plus important, c'est-à-dire que chaque parcelle de riz est indépendante en entrée d'eau et en sortie d'eau. C'est-à-dire qu'une parcelle de riz qui va être alimentée par une vanne ne va pas alimenter une deuxième parcelle comme on peut les voir dans les rizières en palier ou en escalier. Ce qui permet d'éviter justement que les intrants qu'on met lorsqu'on met les engrais, qui s'accumulent à la dernière parcelle. Oui, que ça soit lessivé. Tous les champs sont tous indépendants et ont tous leur propre dose de produits sans pour autant aller endommager les dernières parcelles. Donc là, entre guillemets, c'était un intérêt pour toi pour te faire reconnaître ici en Camargue. Et après, il y a eu juste un petit impact sur la gestion de tes parcelles avec des canaux qui sont individualisés, enfin des parcelles individuelles. Complètement, c'était un travail tout de même à fournir. Pourquoi? Parce que c'était commode. Hein, lorsqu'on alimente la première parcelle et qui ensuite va alimenter 7 ou 8 parcelles derrière, on n'a qu'une vanne à toucher, et puis par débordement successif, bon voilà. Là, maintenant, chaque parcelle a sa propre vanne et qu'on doit gérer. Voilà. Donc, il ne faut pas trop d'eau, mais il en faut... voilà. Ça fait plus de travail pour toi. Voilà. Une fois que le riz est récolté, donc via une moissonneuse-batteuse, hein, c'est le même principe à peu près qu'une céréale classique. Ensuite, tu as une installation de tri et de conditionnement. Comment vous vendez ici? Où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Donc, la marque, elle est positionnée, bien sûr, dans le grand sud de France, c'est-à-dire entre Menton et Perpignan, et on remonte jusqu'à Lyon, Lyon-Annecy, hein, Bordeaux, Lyon-Annecy. Donc, grand sud, dans toutes les GMS, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas les citer, mais enfin, Entier-Marché Supérieur. Les grandes surfaces. Et voilà, donc on est présent dans les 7. Ensuite, on a quelques industriels avec qui on travaille. Pour ne pas les citer, bon, on a Picard, tous les riz de Picard, la plupart viennent de chez nous. Nous avons beaucoup maintenant comment on appelle ça? Des épiceries fines? Des épiceries fines qui sont intéressées justement pour le circuit court, hein, qui s'est bien développé suite au Covid, hein, il faut le dire. Le Covid a fait réagir les gens, le Made in France a fait un grand bond, c'est vrai. Comment vous vous démarquez des autres riz étrangers, et notamment alors, du riz soit espagnol, soit du riz italien, mais aussi du riz asiatique, qui est celui qu'on connaît, on va dire, le plus? Comment on se démarque? On se démarque, bon, déjà l'IGP nous apporte énormément. Le Made in France, comme je viens de dire, il se développe bien. Ensuite, c'est vraiment une sécurité alimentaire, dans le sens où
En France, on la voit plus blanc que blanc, c'est-à-dire que tous les produits phyto qui sont autorisés en Espagne et en Italie sont interdits en France. Le riz, on le fait pousser au milieu du parc naturel de Camargue, ce qui fait qu'il y a une protection remarquable là-dessus et une surveillance bien plus accrue qu'on peut l'avoir par ailleurs. Donc, c'est une garantie essentielle pour le produit fini, hein. Ça c'est certain, indéniable. Une garantie qualité. Bien sûr. J'ai pu remarquer que vous faisiez aussi des produits originaux, de la bière avec votre riz, mais aussi du riz spécial paella. Pareil, le Covid est intervenu, donc avec ma fille, on s'est dit tiens, on va en profiter, on a un peu de temps malgré tout, et on s'est lancé à faire la bière. Donc la bière de riz, ça existait déjà auparavant, j'ai rien inventé, mais on s'est fait notre propre recette avec nos propres valeurs, avec ce dont on avait envie de goûter. On fait brasser ça maintenant à un brasseur particulier qui fait un travail remarquable, et ça se développe, donc avec notre énergie, et on arrive à le développer assez bien. Effectivement, lorsqu'on pense au riz, on imagine les parcelles en terrasse en Asie. C'est un peu l'image qu'on rattache au riz, en tout cas. C'est quoi la différence de ton riz avec un riz asiatique ? Est-ce qu'il y a une différence déjà ? Et si oui, laquelle ? Alors, s'il y a une différence, effectivement, comme je le disais, je veux pas... Alors, j'aime pas trop dénigrer, mais bon, malgré tout, s'il faut en parler franchement, tous les produits phyto qui ont été interdits en Europe, ils n'ont pas été jetés par les industriels, tout est parti en Asie. Donc là-bas, il y a une chimie malheureuse. Il est vrai que la riziculture dans le monde, elle nourrit plus de 50% des êtres humains. On produit plus de 800 millions de tonnes par an. Et le stock mondial du riz, aujourd'hui, représente à peine 2 mois. C'est-à-dire que s'il y a le moindre souci quelque part au travers de la planète, un souci naturel, climatique, ça déséquilibre complètement le cours du riz. Le cours du riz, ce qui fait le cours du riz, c'est seulement 6% du volume. Il n'y a que 6% du volume qui passe d'un continent à un autre. Tous les pays producteurs sont consommateurs de riz. La Chine, qui exportait du riz il y a encore 15 ans, importe du riz aujourd'hui. La Chine, je ne vais pas vous le dire, mais la démographie de la Chine, c'est 60 millions d'habitants chaque année en plus. C'est la France chaque année. Donc tous les 10 ans, ça fait 10 fois la France à nourrir. Ces pays-là, ils consomment énormément du riz. Et je crois que la Chine consomme pas loin de 30 à 40 kilos par an par habitant. Oui, c'est un aliment de base dans leur recette. Ouais. Donc ce qui nous différencie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que nous avons cette souplesse de cultiver du riz de façon raisonnable. Et voilà, quoi. Eux, ils sont dans les hybrides maintenant. Ils font pousser du riz, ils font 15 tonnes à l'hectare. Toi, ici, tu es sur les riz parfumés, que je ne voulais pas citer, mais les basmati n'ont plus de parfum, tellement que ça a été exploité. Il faut savoir que c'est tout simplement un riz blanc sur lequel ils rajoutent carrément du parfum liquide sur le riz, pour parfumer le riz. Ça, il faut le savoir. Voilà. D'accord. On en est là aujourd'hui avec les pays asiatiques. Et tu as combien de rendement à peu près, toi, sur tes parcelles ? Chez nous, on est à 6-7 tonnes à l'hectare. Oui, c'est différent, effectivement. Et tu m'expliquais aussi, lorsque tu me montrais tes rizières, que eux, étant donné qu'ils ont un climat quasi constant, du coup, ils peuvent faire plusieurs récoltes sur une parcelle année, alors que toi, tu es à une récolte par an. Nous avons un climat européen. On est la latitude la plus au nord sur laquelle on peut faire du riz. Le riz, il y a plus de 50 ou 80 000 variétés de riz au travers le monde. Il y en a qui poussent sans eau sur les collines. Simplement l'hydrométrie de la météo qui entoure permet de faire pousser du riz. Il y a du riz également au Sénégal qui pousse dans 2 mètres de profondeur et qui sont récoltés avec des petits bateaux, des petites barques. Il n'y a que les pics qui sortent de l'eau et ils arrivent à ramasser ça. Alors, évidemment, ils sont à 500 kg hectare, mais tout de même, ça leur fait un peu de riz. En Camargue, donc, il n'y a qu'une récolte par an, évidemment, puisque l'hiver étant là, et comme je disais tout à l'heure, il faut au minimum 14 degrés pour faire pousser du riz. Donc le cycle de riz étant de 5 mois, il est évident qu'on peut en faire qu'une seule récolte par an. En Asie, le climat étant régulier de janvier à décembre, ils peuvent faire pousser et semer du riz tous les mois. Donc la même parcelle peut produire en 2 fois et demi du riz. Oui, donc forcément, ça ne fait pas les mêmes volumes. Et donc le volume, eux, à l'hectare, ils sont pas 3 tonnes à peu près.
Alors tu le disais juste à l'instant, le riz c'est la denrée alimentaire la plus consommée au monde. Ça fait partie d'un aliment de base dans beaucoup de pays avec un enjeu sanitaire et nutritionnel qui est très important pour notre alimentation et notre sécurité alimentaire. En France, la filière du riz, elle se déploie dans les Bouches-du-Rhône et dans le Gard. Le Gard étant le 2e département français producteur de riz, derrière du coup les Bouches-du-Rhône. Comment elle se porte, cette filière de riz en France ? Bon, elle se porte difficilement. C'est-à-dire ? Difficilement, pourquoi ? Parce que lorsque il y a 200 000 hectares en face de vous, pour pas les citer, l'Italie qui arrive, qui déboule, qui rapporte tous les appels d'offres, que ce soit de l'armée française. C'est un paradoxe parce que bon, ça m'a toujours un peu énervé parce qu'on paye nos impôts en France et on va acheter à l'étranger. Bon, voilà, c'est toujours un peu gênant, mais bon, c'est comme ça. Ils ont un volume tel que même s'ils baissent quelques centimes, c'est pas bien méchant pour eux. Mais nous, on plafonne avec nos 10 000 hectares, donc on a besoin de tout, quoi. On ne peut pas tricher sur le prix. Il en va de la survie du milieu agricole. Il n'y a pas si longtemps, l'électricité, bon, ça a été dit en France l'année dernière, hein. Aujourd'hui, ça revient à 500 € à l'hectare d'électricité. Uniquement de pomper, alors qu'avant, l'électricité, on l'a compté évidemment, mais pas comme aujourd'hui. C'était anecdotique, on va dire. Aujourd'hui, ça a pris, voilà. Et tous les produits, le carburant, bon voilà, a flambé, tout a flambé. Et c'est pas pour autant que le cours du riz a monté. Il a monté évidemment, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il est passé de 300 € la tonne en produit brut, je parle, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas décortiqué encore. De 300 €, il est monté à 700 €. Ah oui, non. Ah oui, donc il y a quand même des fluctuations. Ah ouais. Il y a eu cet impact par la guerre de l'Ukraine. Le cours du riz a quasiment doublé, justement par un risque de pénurie. Ah oui, donc c'est effectivement la peur qui a fait bouger les prix au niveau des cours mondiaux. Et le cours du riz n'avait pas bougé depuis 30 ans. Ah oui, comme quoi finalement ça peut... Si on calcule, si on le divise sur 30 ans, l'augmentation elle est vraiment minime. Effectivement. Mais finalement, ça montre à quel point les cours des céréales sont dépendants des conflits géopolitiques et de l'actualité finalement. Alors, le cours du riz en France, il est tenu par la bourse de Vercelli. La bourse de Vercelli, en Italie. C'est tous les jeudis. Tous les jeudis matins, il y a un cours du riz qui se met en place pour la semaine. La France suit ce cours du riz. Même l'Espagne, hein, c'est européen. Hein. Je reviens sur ce que je disais tout simplement à l'instant, c'est que le riz, c'est un aliment clé pour la souveraineté alimentaire. Et l'État a récemment dit qu'il voulait développer la filière de riz en France pour essayer de développer plus d'autonomie alimentaire. Qu'est-ce que toi, tu en penses, sachant qu'aujourd'hui, 30% de la consommation française est couverte par le riz français ? 30%, non, je dirais plutôt 20%. Aujourd'hui, nous avons 10 000 hectares mis en place en culture en Camargue. Les années les plus prospères, on était à 22 000. Donc on peut doubler les surfaces. Qu'est-ce qui fait qu'on est à 10 000 alors ? On est à 10 000 tout simplement parce que le cours du riz avait tellement chuté. On a les problèmes phyto, c'est-à-dire que l'Espagne et l'Italie ont un catalogue de plusieurs pages de produits phyto qu'ils peuvent utiliser. Nous, on en a 4 molécules dans lesquelles on peut utiliser parce que nous sommes sur le parc. Donc on est obligé de faire des rotations avec du blé, du tournesol, etc. Donc on fait des rotations qui sont assez importantes. Puis la culture du riz, c'est un travail, comme je disais tout à l'heure, on ne cultive pas, mais on élève le riz. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail harassant. Si on n'a pas la passion, on ne fait pas de riz. Hein. Il est peut-être plus facile de faire du blé, du tournesol, etc. En soi, du coup, sachant qu'on est à peu près entre 20-30% de la consommation française maximum, finalement, on pourrait quand même augmenter la surface de riz en France. Oui, bien sûr, on pourrait la doubler. Oui. Jean-Louis, on arrive à la fin de cette interview et j'ai une dernière question que je pose toujours, la question classique. S'il y avait un message à transmettre aux auditeurs qui vont écouter ce podcast, quel écho veux-tu leur envoyer ? L'écho, c'est un écho, je ne sais pas si ça reflète ta demande, mais je voudrais revenir sur la Camargue qui est magnifique et qui est connue au travers le monde. Il n'y a rien de plus joli que la Camargue. Sur les cartes postales, c'est un milieu très naturel qui est magnifique, les flamands, les chevaux, les taureaux. Mais il faut savoir qu'il n'y a rien de plus artificiel que la Camargue. Alors c'est un paradoxe, mais s'il n'y avait pas l'eau douce alimentée au travers des rizières, la Camargue serait un grand désert salé, sans aucune culture, sans aucun élevage, sans aucun flamand, sans aucun...
Voilà, ça serait un désert touristique, ce serait de Saint-Gilles, on verrait la mer, quoi. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien, quoi. Donc la riziculture, elle a vraiment sa place et elle le mérite d'être connue et reconnue tout au plus en France, si ce n'est pas au travers le monde. Ce que tu veux dire, c'est qu'elle permet finalement de préserver le paysage aussi. Complètement. Merci Jean-Louis pour ton accueil et cette découverte de la filière riz. Mais merci de ta patience, Sophie. Bravo en tout cas pour cette passion familiale que tu transmets, y compris maintenant avec tes filles, et je te dis à bientôt. Merci. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute. N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.